Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphanie Prince, je travaille chez Sogedev en tant que consultante en financement public, export et aide territoriale. Je vais vous présenter ce webinaire dédié aux aides à l'aide régionale PME. Il s'agit du second épisode d'un parcours de webinaire que Sogedev organise pour détailler l'écosystème des aides existantes pour les entreprises en France. Donc, au programme aujourd'hui, une présentation du dispositif PME, pour quelles entreprises, pour quels projets, et je vous parlerai également des modalités pour procéder au dépôt d'un dossier de candidature. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le cabinet Sogedev. Sogedev est un cabinet de conseil français qui aide des entreprises à obtenir des financements publics. La société fête cette année ses 15 ans d'existence. Depuis 2002, elle a réalisé plus de 4000 missions grâce à une équipe pluridisciplinaire de 80 experts. Sogedev s'inscrit dans un écosystème centré autour du financement public et intervient auprès de différentes associations pour promouvoir les aides existantes et les présenter auprès des adhérents. Donc, vous trouvez sur ce slide quelques-uns de nos partenaires, par exemple Tekin qui assure la promotion de la filière numérique, Croissance Plus ou encore le comité Richelieu qui favorise l'émergence de start-up, PME et ETI, donc sur tous les champs de l'innovation. Sogedev est un cabinet qui intervient dans 3 domaines d'activité principaux: le financement public de la recherche et développement et de l'innovation. Donc, elle aide les entreprises à obtenir des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt innovation. Le financement public du développement à l'international pour l'obtention de financements dédiés au développement des exportations, crédit d'impôt pour prospection commerciale ou des dispositifs, par exemple, via l'organisme BPI comme l'assurance prospection. Et enfin, le financement public des projets d'investissement et de recrutement, c'est là-dessus que l'on va faire un focus pour ce webinaire. Les aides territoriales en bref. Les aides territoriales donc, sont délivrées par les régions, les départements et les communes. Les pouvoirs publics apportent des fonds pour soutenir l'économie locale et sectorielle. Ces fonds ces aides en fait, peuvent prendre différentes formes, sous forme d'avances remboursables, sous forme de subventions ou divers avantages fiscaux et sociaux. Il y a beaucoup de critères à respecter pour vous se voir attribuer ce genre d'aide. L'attribution des aides est fonction de divers critères qui peuvent varier d'un dispositif à l'autre. On observe toutefois quand même des conditions communes. L'incitativité des aides territoriales, donc on peut en bénéficier pour des dépenses qui sont engagées à compter du dépôt de candidature, du dépôt de la demande, mais pas pour des dépenses qui auraient été engagées antérieurement. Et d'une façon générale, il y a vraiment un gros travail à fournir pour décrire le projet et pouvoir fournir donc, des prévisionnels financiers précis sur plusieurs années. Donc, le dispositif PME, il faut savoir que c'est la 9e année consécutive que le Conseil régional met en place le programme. Il est dédié aux petites et moyennes entreprises franciliennes, évidemment, donc en bonne santé économique. C'est un dispositif qui ne s'adresse pas aux entreprises en difficulté. Et pour définir donc, la notion de petite et moyenne entreprise, il faut faire attention à cette définition qui peut varier d'un dispositif à l'autre. En tout cas, dans le cadre de PME, il faut prêter attention à différents seuils. Un seuil concernant l'effectif, donc une société qui compte au moins 5 salariés et moins de 250, réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou disposant d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Pour apprécier ces seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires ou total bilan,
il faut regarder l'entreprise dans son ensemble. Donc, on ne va pas forcément s'intéresser uniquement à la société candidate, mais au groupe. Exemple, une société A, candidate, qui est détenue à 100% par une société B. Société B est même détenue à 100% par des personnes physiques. Pour le seuil effectif chiffre d'affaires, on va comptabiliser le chiffre d'affaires, l'effectif de la société A candidate, mais également le chiffre d'affaires et l'effectif de la société B qui détient 100% de la candidate. Autre exemple, une société donc A candidate détenue à 70% par une société B, même détenue à 100% par des personnes physiques, et les 30% restants directement par des personnes physiques. Pour apprécier ces seuils, on va comptabiliser les chiffres de la candidate A et 100% également de la société B. Donc voilà, il faut bien faire attention, justement, dans le cadre de la demande, on va vraiment demander le schéma capitalistique précis avec les filiales, la détention pour apprécier cette définition. En termes de type de projet soutenu, donc d'une manière générale, c'est accompagner la croissance des PME qui sont porteuses de savoir-faire et de création d'emplois. Quand je parle de savoir-faire, par exemple, une entreprise qui réalise 100% de négoce international n'est pas dans le cœur de cible de ce programme. Vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée française dans l'activité. Les projets soutenus donc, peuvent être la modernisation de l'outil de production d'une société. Ça peut être une société qui souhaite diversifier son activité, une société qui souhaite se développer à l'international. Ça peut être une première internationalisation ou la conquête de nouveaux marchés sur lesquels elle n'est pas présente. Renforcer sa chaîne de valeur. Donc, par renforcement de la chaîne de valeur, on entend une structuration de la société avec la création de départements qui n'existaient pas jusqu'alors et la nomination à la tête de ces départements de directeurs marketing, directeurs export, etc. Et autre sujet qui plaît bien à la région, c'est faire du développement durable un levier de performance. Pour les critères de sélection, donc il faut que le projet présente de réelles perspectives en termes de création d'emplois. C'est vraiment très très important. Il faut que le projet favorise l'attractivité du territoire francilien. Par exemple, si dans le cadre de votre projet, vous allez faire appel à des prestataires franciliens, ça apporte un petit plus au dossier. Il faut bien sûr que le projet démontre la viabilité de l'entreprise, qu'elle ait les reins solides pour pouvoir quand même mener à bien le projet avec ou sans accompagnement de la part de la région. Il faut que la stratégie donc, définie soit pertinente. Ce programme, c'est une subvention, c'est sous forme de subvention pouvant atteindre un maximum de 250 000 €. Il porte sur diverses catégories de dépenses éligibles, les investissements. Donc le taux de subvention diffère d'une catégorie à l'autre. Pour les investissements, on est de 10 à 20%, donc 10% pour les sociétés qui comptent plus de 50 salariés et qui réalisent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les dépenses de dépôt de brevets et de conseils, donc qui sont subventionnées à hauteur de 50%. Les dépenses donc, liées au développement à l'international, c'est la participation à un premier salon de dimension internationale en tant qu'exposant. Donc là, on peut se voir subventionner jusqu'à 50% de la réservation du stand. Et la partie recrutement, donc, qui est un petit peu particulière, donc, qui va permettre de financer 50% de la première année de salaire chargé d'un nouveau recruté dans la limite de 25 000 € de subvention. Il faut savoir que dans le cadre de ce programme, on peut faire subventionner jusqu'à 3 recrutements maximum. Donc, quelques détails concernant les dépenses qui peuvent être subventionnées. Donc, par exemple, l'acquisition par une société de machines-outils pour moderniser sa chaîne de production. Donc, ça fait partie des dépenses éligibles.
le dépôt et l'extension, ou l'extension de brevets. Alors là, j'insiste sur le fait que tout ce qui est dépôt de marque, de dessin ou de modèle n'est pas financé. Les études environnementales, qui permettent à l'entreprise de réduire son empreinte écologique au-delà des normes en vigueur. J'insiste sur le fait qu'il faut que ça soit au-delà des normes en vigueur. Tout ce qui est pour atteindre les normes ne pourra pas être financé. Les conseils de prestations stratégiques, ça peut être des conseils en développement international. Par exemple, si vous faites appel à Business France pour l'organisation de pré-rendez-vous à l'étranger, pour pénétrer un marché, ça peut faire partie des catégories, des financements subventionnables, un audit environnemental, du conseil en stratégie marketing et commerciale, études de marché. Il faut savoir que pour cette partie conseil, dans le cadre du programme, si vous devenez lauréat, il faudra pouvoir fournir à la région des livrables de ces prestations, donc attestant que la prestation a bien été réalisée. Et le livrable, le compte rendu, doit être fonction de la somme. Si c'est une prestation de conseil de 50 000 €, la région ne va pas vous exiger un livrable aussi fourni que pour une prestation à 5 000 €. La première participation en tant qu'exposant à un salon de dimension internationale. Donc, j'insiste sur le fait que ça doit être la première participation et que vous devez être exposant lors de ce salon. Ce sont les deux principales conditions. À noter que les frais de déplacement, d'hébergement de l'équipe pour se rendre au salon ne pourra pas être financé. C'est vraiment la réservation du stand et les éventuels frais de communication qu'on peut vraiment lier à la participation à ce salon. Pour la partie recrutement, il faut que la personne soit cadre en CDI. Il faut que ça soit une fonction nouvelle au sein de l'entreprise qui soit rattachée directement à la direction générale, donc avec des fonctions de management aussi et stratégiques dans l'entreprise. Pour rappel, 3 recrutements maximum pouvant être financés, correspondant à 50% de la première année chargée du salaire, donc pour cette partie recrutement. Et enfin, autre exemple de dépenses éligibles, les indemnités d'un VIE volontaire international en entreprise. Concernant la procédure de dépôt, en quelques mots, c'est un programme, en tout cas en ce qui concerne le dépôt de la candidature, c'est 100% en ligne. Donc on n'a aucun contact avec la région en amont du dépôt. Il faut remplir des différents formulaires qu'on peut aller remplir via cette plateforme dédiée. Ces formulaires, il y en a plusieurs qui présentent l'entreprise, qui présentent le projet et bien sûr la situation financière de la société. Il y a différents documents d'instruction annexes à fournir. Parmi les documents annexes, on va dire dits classiques, les 3 dernières liasses fiscales, un extrait cabis de moins de 3 mois, un organigramme actuel de l'entreprise, le CV du dirigeant, des documents classiques, et il y a 2 documents qui sont vraiment stratégiques, qui sont vraiment importants dans le cadre de ce programme PME, c'est le plan de développement. Le plan de développement, c'est un fichier Excel, c'est le modèle Île-de-France, donc on n'a pas vraiment le choix au niveau de la forme, qui doit lister toutes les dépenses envisagées par axe de développement. Donc, dans le cadre du projet présenté, une société candidate a pour projet développement international. Elle va participer au salon CPHI Barcelone, elle va recruter un directeur export, voilà, et on liste vraiment chaque dépense envisagée en fonction des axes de développement identifiés et présentés dans le cadre de ce programme. Et on va bien sûr chiffrer, budgéter pour avoir une idée des montants qui vont être engagés. Il faut fournir également un second document qui est très important, c'est un document qui fait état de prévisionnel financier de N-3 à N+3. Donc, bien évidemment, dans ce document,
il faut voilà, montrer une croissance, de belles perspectives, résultat en fait, de la mise en place du projet présenté dans le cadre du programme. Donc voilà pour les principaux documents à fournir. Bien sûr, ce GDF s'occupe de travailler sur ces formulaires pour vous guider au mieux et peut se charger d'ailleurs de remplir les formulaires directement en ligne à votre place. Les étapes de sélection une fois la candidature déposée. Donc, on dépose sa candidature sur la plateforme dédiée. Vous voyez votre candidature affectée à un conseiller régional qui va prendre connaissance de votre dossier et va réaliser une première étude. Si votre candidature, si la première étude est favorable, que votre candidature est donc présélectionnée, on entre dans l'étape, la phase d'audit. C'est-à-dire que le conseiller régional qui s'est vu affecter votre dossier, qui a prévalidé, va venir vous rencontrer pour réaliser un diagnostic plus poussé du projet que vous présentez dans le cadre de la candidature. Ce rendez-vous, il est très important, c'est un peu opération séduction avec la région. On donne tous les arguments possibles et imaginables pour démontrer que notre projet est pertinent, qu'on a besoin de la région pour se développer. Si la phase d'audit, on va dire, est validée par le conseiller, il faut savoir qu'à l'occasion de cette phase d'audit, il peut vous demander des informations complémentaires, revoir un petit peu le plan de développement si besoin, etc. En fait, cette phase d'audit va lui permettre au conseiller de recueillir tous les arguments pour pouvoir présenter votre candidature auprès d'un jury de sélection. Ce conseiller, il est seul face au jury de sélection, vous n'êtes pas convié à cette étape. Le jury de sélection, il se réunit à peu près une fois par mois, en moyenne, et il est composé de membres de la BPI, de membres de pôle de compétitivité francilien, un petit plus si on est membre d'un pôle de compétitivité. Il peut être composé également d'anciens lauréats PME, de chefs d'entreprise, franciliens, etc. Si vous obtenez un avis favorable lors du jury de sélection, il va y avoir une dernière présentation de la candidature à la commission permanente. Cette commission permanente, elle est composée de la présidente de la région et de différents élus. En général, quand on obtient un avis favorable lors du jury de sélection, la commission permanente confirme la décision. On voit rarement des divergences entre les deux réunions. Et bien évidemment, si la commission permanente confirme que votre candidature est recevable, vous devenez lauréat et vous recevez votre convention. Donc la convention, c'est comme un contrat, ça délimite un peu le périmètre du programme, comment percevoir les fonds, quelle enveloppe on vous a allouée, etc. Donc voilà pour cette présentation. Sachez qu'il y a un autre webinaire prévu donc, dès le mardi 28 novembre à 11 h. L'objet, le thème, ce sera la frontière entre le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Je vous indique bien évidemment que la synthèse de tous les webinaires, dont celui d'aujourd'hui, vous sera envoyée par email à l'issue de cet épisode. Et maintenant, donc, je me tiens à disposition pour répondre à vos questions via le chat. Question 1, qu'en est-il des sociétés en stade de capital risque avec ou sans statut GEI?
Alors, si une société est détenue en partie par des fonds d'investissement, on va pas apprécier en effet les critères de chiffre d'affaires effectif de la même façon. Si le fonds d'investissement est très minoritaire et n'a pas de pouvoir de décision au sein de l'entreprise candidate, on ne va pas prendre en compte donc cette détention. Le fait que la société ait un statut JEI ou non n'importe pas vraiment dans la candidature. Il ne faut pas obligatoirement disposer du statut JEI pour bénéficier du programme PME. C'est toujours un petit plus parce que ça apporte de la crédibilité et ça mentionne voilà, que la société est innovante, donc il y a un savoir-faire français. Question 2. Est-ce que le nombre de salariés est vraiment discriminant? Donc, comme je vous disais, il faut, pour répondre aux critères et pouvoir prétendre à PME, il faut qu'il y ait au moins 5 salariés et moins de 250. Il est évident que si vous êtes une start-up qui ne peut présenter qu'un bilan avec 6 salariés, vous n'êtes pas dans le cœur de cible idéal pour le programme PME. Mais tout dépend de votre projet, tout dépend voilà, du premier bilan. Il faut qu'il soit impérativement positif et voilà, vous démontrer des perspectives. Il faut qu'il y ait vraiment de très belles perspectives avec une activité voilà, qui est facile à comprendre, qui peut être industrialisable par exemple. Ça apporte vraiment un plus à la candidature. Mais en effet, si voilà, c'est une petite société, ce n'est pas le cœur de cible idéal. Quel est le timing pour obtenir la subvention? Par exemple, pour le cas d'un salon, on fait la demande après coup. Il est très important de noter que des dépenses qui auraient été engagées avant le dépôt de la candidature ne pourront jamais être financées. On dépose notre candidature, comme vous avez vu, il y a plusieurs étapes dans la sélection. Donc ça peut être assez long, ça peut prendre de 3 à 6 mois, en fonction aussi du nombre de candidatures que la région reçoit. Là, par exemple, il y a les vacances d'été ou à Noël, donc ça peut retarder un petit peu l'étude. Pour obtenir la subvention, tant que vous n'avez pas la convention, vous ne pouvez prétendre à rien. Une fois que vous avez la convention, que vous l'avez renvoyée signée, vous pouvez réaliser des appels de fonds. Les appels de fonds, donc ça se fait directement en ligne aussi sur la plateforme dédiée. Vous allez fournir à la région la facture du salon, donc de réservation du stand, attention à la date qui ne doit pas être antérieure au dépôt de la candidature. Vous allez présenter les éventuelles factures de frais de communication qui sont liées à la participation à ce salon. Et ça s'appelle un appel de fonds. Et vous obtenez donc la subvention correspondante après étude par le service comptabilité et le conseiller régional. Donc il peut se passer aussi, il ne faut pas espérer la subvention un mois après le dépôt de l'appel de fonds. Ça peut prendre, c'est au minimum, vraiment au minimum, un mois. Sachant que si vous demandez qu'un salon, tout dépend du volume du budget correspondant à ce salon, la région privilégie quand même les gros appels de fonds. Donc il vaut mieux voilà, présenter un salon et un recrutement ou un salon et un investissement pour qu'il y ait voilà, matière. Bonjour, dans la liste des documents à fournir, vous citiez 3 bilans. Le dispositif est-il ouvert aux PME de moins de 3 ans, s'il vous plaît? Alors, sur le papier, le dispositif est ouvert à compter d'un bilan. Il faut qu'il y ait au moins un bilan. Et comme je vous disais, il faut que ce bilan soit positif. Par exemple, si vous clôturez votre exercice, vous avez clôturé votre premier exercice fiscal en décembre 2016, vous avez un petit peu plus de chances de voir votre dossier sélectionné aujourd'hui, puisqu'on a déjà une visibilité sur une partie de l'exercice 2017. Donc, il n'est pas réservé aux entreprises qui peuvent fournir 3 bilans, mais avec 3 bilans, on a plus de visibilité donc, sur le potentiel, sur la croissance de la société. Donc, c'est un peu mieux.
mais ce n'est pas rédhibitoire si vous ne pouvez pas fournir 3 bilans. Il faut au moins un bilan positif. Bonjour, qu'entendez-vous par une société en bonne santé financière? Donc déjà, une société en bonne santé financière, dans l'idéal, après ça dépend aussi des activités, mais il faudrait avoir des fonds propres positifs, ça c'est quand même important. Il faut qu'il y ait quand même un bon chiffre d'affaires. Le résultat, bon, c'est négatif, c'est pas forcément rédhibitoire. Voilà, après c'est une appréciation en fonction, voilà, des bilans que vous allez nous fournir, des perspectives. Donc voilà, il faut qu'on sente que même si vous n'avez pas l'accompagnement PME, vous avez les reins assez solides pour pouvoir financer au moins une partie du projet présenté. Bonjour, quelles sont les échéances pour les dépôts du dossier en 2017? Alors, contrairement aux années précédentes, jusqu'à 2015, il y avait deux appels à projets par an. Donc, un appel en janvier et un appel à projet en septembre. Donc, et ils scindaient en fait en deux listes d'activités. Le programme a subi une refonte en septembre 2016. Donc maintenant, les dépôts des dossiers, c'est au fil de l'eau. Il n'y a pas de délai particulier pour procéder au dépôt. C'est vous déposez voilà, quand votre projet va démarrer, quand vous le souhaitez. Est-il possible de candidater à PME par plusieurs reprises, 2 années de suite, par exemple? Alors, si vous déposez votre dossier PME, votre candidature, et que malheureusement, elle est refusée, cela ne vous empêche pas de recandidater quelques mois plus tard. Bien sûr, il faudra prendre en compte les remarques que la région vous aura communiquées, les motifs du refus de la première candidature. Autre cas, vous êtes lauréat, vous menez votre projet, vous bénéficiez de la subvention, c'est un programme sur 3 ans, donc, qui correspond en fait au prévisionnel qu'on annonce. Donc pendant 3 ans, vous pouvez voilà, utiliser cette enveloppe et faire des appels de fonds. Pour bénéficier d'une seconde fois d'un programme PME, parce que c'est possible, il faut que le premier dossier soit finalisé. Donc ça, c'est très important. Autre chose, j'en profite, dans le cadre du plan de développement qu'on communique, qui liste les différentes actions qui sont éligibles et qui vont être engagées pour mener à bien le projet présenté, ce plan de développement, il peut évoluer. L'important est que les évolutions soient notifiées à la région avant engagement. Par exemple, vous deviez participer dans le projet de développement, dans le plan de développement, vous aviez cité comme salon le CPHI Barcelone. Finalement, vous ferez, je sais pas, un autre salon dans le domaine ailleurs. Vous pouvez tout à fait dire à la région, OK, on modifie, on ajoute ce nouveau salon parce que le CPHI, ça ne sera pas cette année. Ça, c'est possible. Mais il faut bien engager la dépense après avoir le retour de la région, comme quoi la dépense est bien, le projet de dépense est bien accepté. Combien de fois peut-on présenter ou représenter un même projet PME? Alors, si vous voyez, si votre dossier est refusé une première fois, il faut voilà, que la seconde fois, vous teniez le compte des motifs du refus de la première candidature. Donc, il faut faire attention à ne pas représenter le dossier exactement de la même manière. Normalement, un même projet, voilà, vous avez moins de chances de voir votre dossier sélectionné une seconde fois si c'est un projet identique au premier. Qu'il y ait une continuité, ça peut être bien, mais si c'est exactement la même chose, voilà, je pense qu'un nouveau candidat sera prioritaire sur votre seconde demande.
c'est la date du dépôt du dossier qui compte ou la date d'acceptation? Alors, c'est la date du dépôt du dossier qui nous importe. C'est-à-dire, vous déposez votre dossier aujourd'hui, le 24 octobre, vous avez une réponse au 1er janvier 2018. Les dépenses qui pourront être financées si vous êtes lauréat, ça sera à compter d'aujourd'hui. Ça, c'est très important. Quelles sont les prestations marketing internationales prises en charge? Agence conseil RP, agence conseil média, agence conseil création. Alors en effet, les prestations de conseil sont financées à hauteur de 50%. Il faut pouvoir présenter donc la facture à la région pour les appels de fonds, plus des livrables. Tout ce qui est relatif à l'édition de supports de communication et aux relations presse ne sont pas éligibles au programme PME, malheureusement. Ça va être par exemple du conseil en stratégie marketing, donc un cabinet qui va vous aider à choisir quels sont les supports les plus adaptés, à vous aider à construire un petit peu votre plan de communication. Vous identifiez par exemple quel salon il serait préférable de réaliser pour augmenter votre visibilité, etc. Par exemple, ça peut être aussi du conseil en création de filiales. Un prestataire qui va vous dire vous souhaitez pénétrer le marché américain, il vaut mieux aller plutôt à New York qu'à San Francisco. Au niveau de la structure juridique, il vaut mieux choisir cette forme juridique et pas une autre. Voilà, ça peut être des exemples de conseils en développement international. Cette subvention rentre-t-elle dans la règle des minimis? Alors, en partie, oui, seulement pour la catégorie recrutement. Pour les autres catégories de dépenses, investissement, conseil, salon, brevet, ça ne rentre pas dans le régime des minimis. À l'occasion du dépôt de candidature, justement, on va fournir un document, une déclaration des aides que vous avez perçues depuis 3 ans et que vous allez potentiellement recevoir. Et en fait, ce document, il va justement permettre à la région de voir si malgré le fait que vous ayez reçu des subventions par le passé, vous respectez ces seuils pour la catégorie recrutement. Qu'appelez-vous un chiffre d'affaires attractif? Un chiffre d'affaires entre 5 et 10 millions d'euros est-il attractif? Alors, tout dépend de l'activité, tout dépend de l'historique de la société, de votre ancienneté. Mais oui, entre 5 et 10 millions, c'est déjà très attractif. La subvention PME est-elle cumulable avec d'autres aides? Alors, il faut savoir que dans le cadre de PME, on atteint quand même des taux de subvention de 50% pour certaines catégories. Et c'est considéré comme le maximum au niveau européen. Donc, pour une même dépense, on ne peut pas cumuler plusieurs subventions au-delà de ces 50%. Donc, en règle générale, on présente un projet qui concerne vraiment que la subvention PME et on distingue vraiment des autres aides qui ont pu être déposées. Quelles sont les statistiques de succès, nombre de dossiers déposés, nombre de conventions signées? Alors, c'est très variable. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de refus dans la phase de présélection parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui présentent des dossiers, mais
voilà, c'est trop orienté R&D. Tout ce qui est R&D, c'est inéligible au programme PME. Ou alors, au niveau critères d'éligibilité, statut PME, elles ne répondent pas. Donc, il y a déjà un sacré écrémage à ce niveau-là. Après, pour vous dire, l'objectif 2018 de la région, c'est d'accompagner 200 entreprises dans le cadre du programme PME. Et en général, c'est un petit peu c'est ça, c'est le nombre d'entreprises qui est accompagné par an. La région vous dirait normalement qu'un dossier sur deux est accepté. Donc nous, avec Sogedev, on augmente bien sûr ce taux de réussite. Autre question, est-ce que le cadre doit être forcément embauché après le dépôt de la candidature? Oui, comme je disais, c'est une aide incitative. Donc, si la dépense ou l'embauche est décidée avant, si la personne est embauchée avant le dépôt de la candidature, on peut malheureusement, il n'y a aucun moyen de pouvoir faire financer le recrutement dans le cadre de PME. Une activité dans le secteur de la maintenance pétrolière est-elle éligible pour la région? Vous avez mentionné le fait que la région a été attirée par les dossiers développement durable. Alors, en effet, c'est vrai que les dossiers qui sont orientés développement durable, je ne dirais pas qu'ils sont prioritaires, mais sont appréciés par la région. Mais après, si c'est dans le domaine pétrolier, c'est pas rédhibitoire. C'est vraiment toute activité. Alors, il y a quand même quelques activités qui ne sont pas éligibles dans le cadre de PME. C'est les professions libérales, Ça va être aussi, par exemple, les sociétés marchands relevant de la transformation agricole, par exemple. Mais non, il n'y a pas d'autres restrictions en termes d'activité. Bien évidemment, peut-être que lors des jurys de sélection, le conseiller régional sera un peu challengé par le jury pour démontrer que c'est quand même important de vous accompagner parce que vous êtes une entreprise française, le secteur est dynamique, etc., etc. Donc, ce n'est pas rédhibitoire si vous êtes dans ce domaine-là. Mais en effet, peut-être que peut-être que le jury va challenger le dossier sur ce point. Peut-on cumuler un dossier PME avec un dossier BPI d'assurance prospection export? Alors oui, on peut cumuler les deux dispositifs, mais bien sûr, si on intègre une dépense dans un des dispositifs, on ne l'intégrera pas dans l'autre puisqu'il y aura cumul de potentielles subventions. Donc l'assurance prospection, que ce soit une avance remboursable en cas de succès commercial, mais qui peut être remboursée mais peut se transformer en subvention. Nous, on évitera, on scindera, sachant que le dossier d'assurance prospection export, il couvre des catégories de dépenses un peu plus larges. Par exemple, les déplacements dans la zone de prospection cible peuvent être couverts, pas dans le cadre de PME. Donc voilà. Quand il nous arrive d'avoir des clients pour lesquels on met en place plusieurs dispositifs en même temps, on scinde pour que ça soit le plus intéressant pour l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, ne vous inquiétez pas, on répondra à toutes les autres questions en vous recontactant directement chacun. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre le slide sur lequel il y a mes coordonnées et celles du siège parisien. N'hésitez pas à les noter et mon équipe et moi, on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation active. Au revoir.